Salut! Il y avait quelques temps que je vous avais pas fait de vidéo. L'année 2021 était très chargée avec une nouvelle production. Aujourd'hui, on revient avec une vidéo qui apporte un sujet de base, mais qui déborde forcément par d'écoulement sur d'autres. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai tout mis en œuvre pour arrêter totalement le travail du sol en plein. Et ça en découle, vous allez voir. Je m'étends un peu, j'explique les différents points. Je fais un petit résumé après, en quelques minutes, de tous ces différents points. Et après, ça déborde forcément, je vais vous expliquer pourquoi, sur le potentiel redox et sur les analyses de sel. Voilà, bon visionnage. Le fameux travail du sol. C'est quelque chose qu'on fait souvent par habitude, on va dire. On a appris l'agriculture comme ça, c'est-à-dire qu'il fallait préparer un guéret, préparer un champ. Donc on passe des outils souvent pour deux raisons. La première, je dirais, c'est faire un lit de semences acceptable, qui correspond aux critères pour faire germer et lever une graine de manière correcte, sans avoir de pertes et sans qu'elle ait de problème pour s'enraciner. Et la deuxième, ça peut être le côté, mais qui est pas toujours valable maintenant, le côté désherbage. Donc en bio, oui, ça c'est beaucoup plus valable. On va dire faire un point zéro avec l'enherbement. Aujourd'hui, on a des solutions chimiques qui marchent très bien pour faire ça, et dont le fameux glyphosate décrié, mais qui est un très bel outil. Alors pourquoi j'ai voulu arrêter le travail du sol? Ça m'est pas venu d'un coup. Je me suis pas levé un matin en me disant il faut vraiment que j'arrête de travailler mes sols. C'est plutôt un ensemble de réflexions et d'observations au fur et à mesure qui avançait dans les années. C'est-à-dire que tout à fait au début, la première année, je travaillais un peu avec un déchaumer à disque pour mettre les champs à plat. Après, j'ai commencé à faire certaines cultures sans travail du sol, puis j'ai réduit. Ça fait blé, colza, maintenant tournesol. Et en fait, c'est les observations de terrain, on va dire, et le bon sens paysan qui m'ont amené à regarder comment évoluait mon sol avec les années, le comportement de celui-ci, le comportement de la vie du sol et le comportement des cultures en fait. On voit si elles se comportent moins bien, pareil, ou mieux. Donc là, ça chacun fait ses observations, on voit comment se comporte son terroir. De manière globale, pour moi, le travail du sol, ça m'a permis déjà de garder les sols couverts un maximum de plus longtemps possible, c'est-à-dire de garder un mulch de surface, donc garder de la nourriture à la surface du sol et de le protéger. Ça me permet également, pour le coup, de le protéger dans le côté érosion, c'est-à-dire ici c'est des sols à dominante, par exemple dans cette parcelle, il y a plus de 60% de limon, donc c'est censé être des terres battantes normalement, sauf que j'ai jamais vu de croûte de battance dans mes champs. Ça m'a permis de gagner du temps aussi, niveau heure de traction. C'est-à-dire pour un semis par exemple de blé, si on fait 2 déchaumages, un semis, je ne vais pas rentrer dans des calculs de gasoil, l'heure de tracteur ou autre, parce que je n'ai pas spécialement envie, puis ça ne m'intéresse pas là pour le sujet de la vidéo, mais c'est-à-dire qu'on multiplie les heures de passage. En plus c'est très dépendant selon les outils, même si on a un déchaumer qui fait 6 mètres, et au final on vient quand même faire pas mal d'heures de travail pour venir préparer ça, et au final on vient quand même avec un semoir ou bien un semoir de déchaumer ou quelque chose comme ça. Mais on cumule des heures de travail, on fait tourner les tracteurs pour moi pour rien. Le bonhomme fait des heures aussi dans le tracteur. Moi c'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire des heures de tracteur, c'est ce que j'aime le moins quasiment dans mon métier, je me fais chier dans le cabine.
Ça permet également ça m'a permis de bien diminuer mes coûts de culture. Là, ici, je suis dans des terres vraiment très usantes. Quand je donne des chiffres d'usure de pièces, souvent les gens sont comme désagréablement surpris. Le semoir de semi-direct à disque en 4 mètres, à l'époque où je semais l'été avec, parce qu'avant on n'avait pas de semoir à dents, je l'ai changé avant l'été. Je faisais les semis d'été et puis plus des semis de blé, donc à peu près 200 hectares. Et les disques étaient intégralement morts. Ils passaient de... Je ne sais plus combien ils font d'origine. Je ne sais plus, c'est 48 ou 52 cm sur le SD. Et ils finissaient à 32-35 cm. Donc on a des taux d'usure qui sont vraiment énormes. Et dès qu'on met une pièce en terre, donc que ce soit un soc, un disque ou quelque chose, on use et on explose les coûts. Et le coût de la ferraille ayant pas diminué en ce moment, plus le coût de gasoil, mis bout à bout, ça commence à faire un paquet d'argent. Ce que j'ai observé aussi, moi, c'est que moins je brassais le sol, moins j'ai levé d'adventices. Clairement, avec l'ensemble des leviers que j'ai mis en œuvre depuis 5-6 ans, mes champs sont devenus très propres. Et les rares fois où je mets un coup de déchômeur à disque pour remettre à plat, parce que les rares fois où je dois intervenir, c'est soit parce que j'ai eu beaucoup de cultures versées, soit par les animaux ou un accident climatique. Là, dans cette parcelle, par exemple, j'ai dû faire une petite bordure de 24 mètres là et une autre ici. Théoriquement, si j'avais été sage, au niveau sagesse, j'aurais dû faire tout le champ comme ça, parce que là, c'est une parcelle qui n'a pas été touchée depuis 2016. Et le problème, c'est que j'ai des trous de sanglier un peu partout. La première année, on a un trou de sanglier à un endroit, la deuxième, un autre, ainsi de suite, et ça se cumule. Et les trous qui sont vraiment gros, on les rebouche pas. Et donc, on peut s'abîmer le dos ou le matériel, ou ainsi de suite. Là, ça m'embêtait vraiment de passer des chômeurs sur toute cette parcelle, parce que pour moi, c'est un vrai retour en arrière. Donc, j'ai essayé de faire que les 2 zones les plus abîmées. Ce que j'ai vu également, et qui m'a poussé à continuer dans la voie de réduction ou d'arrêt total du travail du sol, c'est des terres ici où dès qu'on se prend un peu de pluie, il faut vraiment attendre avant d'y retourner. C'est pas du tout portant à la base. Et ça, dès les premières années, c'est ce qu'on voit, ce qu'on observe le plus vite. C'est la percolation de l'eau dans le sol se fait beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, on garde la porosité faite par la vie du sol et par les cultures précédentes ou les couverts, c'est-à-dire fait par les racines. Une partie de ces porosités sont conservées au niveau de la macro et peut-être de la micro sûrement. Et en fait, on se rend compte que l'eau percole beaucoup plus vite. Et après une pluie, alors déjà, j'ai réduit énormément les problèmes d'hydromorphie et je peux retourner dans les champs et les cultures souffrent très rarement de l'excès d'eau maintenant. Donc ça, pour moi, c'était un vrai point. Et voilà. Autre point très important, c'est l'amélioration de la structure du sol. Je vais vous montrer quelques photos de la partie dans le blé. Là, on va regarder dans le tournesol. Mais quand on passe un outil, ce que je vous disais au début, à la base, c'est pour faire un lit de semences en fait. Donc avoir de la terre fine, apte à faire germer. Et en fait, avec les années, on se rend compte que à force de cumuler de la matière organique sur l'horizon 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,7, ça va en augmentant avec les années. Je ne sais pas si c'est 1 cm par an, mais peut-être. Et on voit que ce milieu est beaucoup plus propice, et très propice après faire germer des graines, parce que c'est naturellement grumeleux. On va regarder ça tout de suite d'ailleurs. Donc là, on est sur un terrain. Là, c'était des pailles de sorgho et des pailles de blé. Je sais pas si pas un ancien passage de pulvé ici. Oh, pardon, je regardais pas avec la caméra. Ouais, comme on vient de se prendre un peu d'eau, là, juste cet après-midi, c'est peut-être pas le meilleur moment en fait pour vous montrer ça. Dans le blé, ça se voyait mieux parce que les champs étaient tellement secs que donc on n'a pas l'impression que c'est les pluies. Et donc on voit encore tout le boulot. Voilà, je suis tombé sur un caillou, c'est pas grave. Bref,
Donc on voit qu'avec l'arrêt du travail du sol, on a cette zone là superficielle qui grossit avec le temps et qui va très bien pour faire germer des graines. On se retrouve vraiment avec un sol très grumeleux. Le passage du semoir arrive vraiment à fermer, à faire des beaux sillons. On n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie au niveau de traction, enfin outil, traction ou autre, pour faire lever des graines ici. Donc je vois clairement dans mes champs que la structure du sol s'améliore avec les années. Et ça va crescendo en fait dans l'ordre où j'ai repris les parcelles, c'est-à-dire les parcelles que j'exploite actuellement d'ACS, c'est pas des parcelles que j'ai acquises tout au même moment. Et je vois vraiment l'ordre dans lequel j'ai acquis ces parcelles et l'arrêt du travail du sol. C'est-à-dire que il y a une ou deux parcelles où j'ai dû mettre un coup de déchômeur plus récemment, suite à différents accidents, et comme un coup de fourche, souvent on trouve cet horizon. Donc si on doit résumer un peu, parce que je m'exprime peut-être pas très bien là aujourd'hui, j'ai peut-être pas toutes les idées en place. Donc pour moi, l'arrêt total du travail du sol en plein, ça m'a permis de gagner du temps de travail, réduire le temps, les heures de tracteur, réduire énormément mes coûts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un semis en direct sur Osmora disque pour les cultures d'hiver, on va compter 50-55 €. Alors que de passage des chômeurs, je compte déjà 70, plus après, il faut comme que je passe avec un semoir, on va dire, qui coûterait moins cher, un semoir T16, donc je serais plutôt autour des 100 € de l'hectare. Donc réduction des coûts, amélioration nette de la portance des sols, de sa porosité, de sa capacité à absorber les grosses quantités d'eau en hiver, et avec les quelques hivers humides qu'on a eu par le passé, c'était clair et net, c'était le jour et la nuit. J'améliore aussi ma vie du sol, donc on voit clairement dans l'horizon superficiel, j'ai une concentration de vie du sol, de vers de terre, et ça fourmille même de champignons ici. Donc j'ai une accumulation de la matière organique. D'ailleurs, au niveau analyse de sol, tous les ans je fais mes analyses sur l'horizon 0,20, 0,25 à peu près. Et quand j'ai pris les parcelles il y a 5-6 ans, j'étais entre 1,8 et 2. Aujourd'hui, je suis entre 2,4 minimum partout. J'ai quelques parcelles qui sont un peu au-dessus, là où j'ai forcé un peu plus sur le compost de déchets verts. Autre point d'amélioration, donc il y a également la protection du sol qui me permet de limiter les levées d'adventices, c'est-à-dire partout où j'ai arrêté le travail du sol, à chaque fois j'ai eu une réduction de l'ensalissement, et donc ça m'a permis de diminuer d'année en année l'utilisation de produits phyto, herbicides. Aujourd'hui, un désherbage blé pour moi c'est hors glyphosate, on doit être autour des 40-45 €. Voilà, et ça comprend le désherbage d'hiver à 2-3 feuilles et le rattrapage sortie hiver. Le colza, j'ai fait un seul désherbage en un seul coup en décembre. Et là, le tournesol, j'avais fait un ou 2 litres de Pendim, mais en fait ça servait à rien, les conditions sont souvent pas bonnes. Donc je pense que je vais totalement le faire sauter, celui-là de désherbage. Et donc tournesol, je vais tomber à moins de 30 € de désherbage aussi. Et il y a également un autre point que je voulais vous expliquer sur la réduction du travail du sol et l'arrêt. Là, ça va se corser un peu plus niveau technique. Ça faisait déjà quelques temps qu'on entend que de manière générale, normalement les cultures en ACS seraient plus saines. Une question de ressenti. C'est difficilement quantifiable. Il y a tellement de situations différentes, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on entend un peu régulièrement. Et également sur la partie azote, on peut faire des gros apports d'azote tôt, en 1 ou 2 apports, et que à chaque fois il a été mesuré qu'il n'y avait jamais de lessivage
dans ces sols-là. Alors au début, on nous disait ça, alors moi, fallait le croire, mais sans comprendre le pourquoi du comment. Et c'est pas dans ma nature de croire les choses sans comprendre le fonctionnement. J'aime j'aime pas ça, j'aime bien comprendre les choses. Et ça faisait quelques temps que j'entendais parler de potentiel redox, sans comprendre exactement ce qu'il en était. J'avais essayé de regarder les vidéos de Olivier Husson, mais c'est pas évident, c'est un peu indigeste à regarder ça sur mon téléphone pendant que je faisais mes semis ou autre. J'ai eu la chance de faire une formation avec Jean-Pierre Sartou, qui pour le coup était très pédagogue et a su bien expliquer. Donc il nous a mis les choses à plat, on a bien pu comprendre le fonctionnement. Et là, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses et surtout ça expliquait pour moi pas mal de choses. Je vais essayer de vous la faire en version courte et très simple. Un diagramme avec une barre X, Y. En haut à droite, d'ailleurs j'essaierai de peut-être vous mettre une photo ici. En haut à droite, vous imaginez, vous tracez. Je reprends l'explication, je suis mal parti. Donc, on imagine, vous prenez un diagramme avec une barre X, Y. Vous coupez le diagramme en deux en partant de en haut à gauche, en bas à droite. Voilà. Toute la zone en haut à droite, c'est la zone oxydée. Toute la zone en bas à gauche, c'est la zone réduite. Les pathogènes, que ce soit champignons, insectes, virus, ils sont pas tous dans la même zone, ils sont tous dans la zone oxydée mais pas au même endroit. Et là, ce qui leur convient pas, c'est la zone un peu centrale et un peu vers le sol, vers la partie réduite. Qu'est-ce qui fait que c'est réduit ou oxydé? Oxydé, c'est qu'il y a de l'oxygène. Donc dès qu'un sol est travaillé, en fait, dès qu'on fait rentrer beaucoup d'air, trop d'air dans un sol, par le travail du sol, on l'oxyde et donc le sol est naturellement oxydé dès qu'il est comme ça. Dès qu'un sol n'est pas du tout travaillé, qu'on le laisse tranquille, il est réduit. Une plante qui pousse sur un sol oxydé, elle sera naturellement oxydée. Une plante qui pousse sur un sol réduit sera naturellement réduit. Donc à partir de là, on peut peut-être penser que ça peut aider au niveau des pathogènes. Une plante qui pousse sur un sol réduit devrait théoriquement être moins sensible à ces différents pathogènes. Quand on applique un fongicide, par exemple, une protection comme ça, en fait on suroxyde une plante. Elle va complètement de l'autre, donc à part dans un système ACS par exemple, ou même un système normal, par exemple, elle était déjà un peu dans la zone un peu oxydée. Le fait de mettre le fongicide, on la suroxyde, donc elle arrive complètement hors d'atteinte, donc elle passe complètement en haut à droite du diagramme, et au fur et à mesure que le produit fait plus son effet, ça redescend, et la plante doit repasser par la zone oxydée un peu sensible. Donc ça, on va dire, c'est un raccourci un peu rapide, schématisé, pour ça. Et pour la partie fertilisation, là, il y a un point que je trouve vraiment bien et que j'ai pu vérifier. L'état du sol, qu'il soit oxydé ou réduit, a une influence sur la forme de l'azote qu'on trouve naturellement, si j'ai bien compris. Dans la zone oxydée, la forme d'azote qu'on trouve principalement, c'est NO3-, les nitrates. Donc qui est pas retenu par la solution, par la CEC du sol, c'est des charges négatives. Et donc les nitrates peuvent être absorbés par les plantes, mais demandent un peu d'énergie. Et il y a une forme que vous connaissez bien, parce qu'on le l'épand aussi, quand vous mettez de l'ammonitrate, la forme NH4+. Donc ça, c'est une forme assez sympathique de l'azote, facilement utilisable et demande pas forcément beaucoup d'énergie à la plante pour l'absorber. Et elle a un énorme avantage, c'est que c'est des charges positives, donc c'est retenu par la solution du sol. Et je vous le donne dans le mille et mille, la forme de l'azote dans les sols réduits, c'est NH4+. Donc en théorie, si on est en sol réduit, parce qu'on a bien mis tous les leviers qu'on connaît maintenant en ACS, qu'on a vraiment réduit très fortement ou arrêté totalement le travail du sol, on est censé dans un sol vraiment réduit. Ce que j'estime être le cas chez moi maintenant, avec un peu de recul. Alors ça fait pas 10-15 ans, mais au bout de 6 ans, je vois bien l'évolution du sol.
Et donc théoriquement, mes plantes sont censées être nourries principalement de NH4+, et pas de NO3-. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais pour suivre mes cultures, comme j'essaye un peu d'optimiser leur fertilisation, parce que je suis persuadé qu'il vaut mieux bien nourrir une plante que d'utiliser des produits, des fongicides ou des insecticides, c'est-à-dire je m'interdis pas de les utiliser, j'en utilise, mais c'est-à-dire seulement, c'est pas le premier comment dire, critère ou outil pour moi, c'est plutôt secondaire, c'est-à-dire je mets tout pour que mes plantes, et particulièrement le colza, qui est une culture vraiment sensible à ça pour moi, je fais tout pour que toutes mes plantes soient parfaitement nourries. Souvent on pense NPKS, mais pour moi c'est une erreur de s'arrêter à là. Il y a tous les autres oligos et que l'on connaît, et des fois on en sous-estime certains pour des cultures. Et donc je fais tout pour que mes plantes ne manquent de rien, et seulement après je sors l'artillerie chimique. Donc j'apporte des composts pour essayer de niveler par le haut, mais je prends aussi le temps de vérifier ce qui a réussi à absorber mes plantes. On nous dit depuis que j'ai fait mes études, il faut faire des analyses de sol pour voir ce qu'il y a dans le sol, corriger, blablabla, et ainsi de suite. Donc pour moi, oui, je fais des analyses de sol, mais c'est pas parce qu'un élément est suffisamment pourvu dans le sol que la plante, en fait, en absorbera assez. Pour preuve, ça faisait quelques années que j'observais des symptômes sur mes blés. À chaque fois, je mettais ça sur le compte du gel, il y avait du sec, il y avait différents trucs. Et en fait, quand je mettais bout à bout les différents symptômes et les photos, eh ben, en fait, c'était une carence en cuivre. Alors que sur les analyses de sol, eh ben, je suis bien partout. Voilà. Et donc, je me suis dit, je vais quand même vérifier ça. Et depuis 2 ans maintenant, je fais des analyses de sève, de blé et de colza. Et ça me permet un peu de voir où je me situe au niveau de la nutrition des plantes, donc avant l'hiver et après l'hiver. Et donc c'était bien ça. L'année dernière, j'ai bien vu que mes blés, il manquait de cuivre. Donc cette année, je ne me suis pas fait avoir. J'ai fait appel de cuivre au sol avant l'hiver, avec les buses azote. Et je suis venu quand même corriger en foliaire. Et j'ai refait une analyse de sève en sortie hiver. Et là, parfait, nickel pour le cuivre. Maintenant, ça m'a permis de vérifier également en bord et tous les autres éléments où j'en suis. Pareil au niveau du soufre, je mets 100 unités de soufre sur colza, et blé, j'essaye de viser. Alors cette année, les dernières j'ai mis 75, cette année j'ai pas pu mettre assez, c'est pas tombé juste par rapport à mes big bags, ainsi de suite. Donc j'ai mis que j'ai dû mettre 55-60 unités. Et sur les analyses de sève, je vois que j'étais un chouïa bas en soufre, en manganèse. Donc je suis venu faire 3 apports d'Epsotope avec toutes les autres interventions. Bon là je m'écarte. D'ailleurs je vous mettrai des analyses de sève, je vous montrer à quoi ça ressemble et ce que ça donne. Et donc sur les analyses de sève, on voit beaucoup de choses. Le taux de sucre par exemple, le pH de la plante et ainsi de suite. Et on voit également, et ça c'est très intéressant, les différentes formes d'azote contenues dans le jus des sèves de la plante. Donc on connaît la quantité d'azote absorbée par la plante, comme phosphore et potasse, d'ailleurs c'est intéressant de savoir ça. Et quand ils font l'analyse, ils distinguent la partie nitrate, la partie ammoniacale. Et ça pour moi, je trouve ça très très intéressant. Et donc vous allez voir dans ce que je vais vous les faire afficher. Et que ce soit le colza, surtout le colza et le blé, je vois qu'il y a encore peut-être un petit effort à faire, à voir. Mais bon, c'est peut-être chipoté parce que je cherche la perfection. Dans le colza, la partie nitrate est en dessous du seuil de détectabilité, en dessous de 20 ppm. De mémoire, on a plus de 1000 et quelques en H4+. Et en blé, c'est pareil. En fait, on est très bas quand on lit. Regardez bien les chiffres à gauche, en plus des barres et des histogrammes. Et donc, ça traduit ça. J'ai pu mesurer ce qui m'a été expliqué et ce qui est vrai. Donc je fais les apports d'azote en 2 fois sur blé et colza. Même sur blé, je ne fais pas de 3e apport parce que j'ai pas du tout de souci de protéines maintenant avec du recul. Et mes blés d'ailleurs ont même plus faim en sortie d'hiver. La fertilité s'est bien mis en route. Les légumineuses que je mets dans le colza doivent
partagent bien l'idée parce qu'ils ont plus du tout ce cap où il y a faim un peu en sortie d'hiver. Ça c'est fini. Donc sur les blés, j'apporte l'azote en 2 fois, donc 80-90. Et on voit bien qu'il y a du NH4+ partout et très peu de nitrate. Donc ça corrobore un peu ce qu'on a appris sur le potentiel redox et les sols réduits. Bon voilà, je sais pas si c'était très digeste, tout ce que je vous ai expliqué là. Si on regarde un peu les tournesols maintenant, hein, bon, c'était pas forcément le sujet de la vidéo, mais on peut faire un petit tour des tournesols où je vais mettre ça à part dans une vidéo à côté.